Bienvenue à tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour notre premier séminaire des nouveau-nés de 2025. C'est un mener le changement au niveau des hôpitaux, bâtir des équipes très solides pour les nouveau-nés vulnérables. Prochaine diapo, veuillez bien vous introduire dans la diapo pour nous aller plus vite ensemble, une plateforme multi-pays, multilangue pour en apprendre plus sur les petits nouveau-nés et chétifs et malades. En 2024, nous avons eu des cibles nationales pour les ODD 3,2 pour la survie des nouveau-nés. Nous avons des contenus techniques en français et nous avons des communautés de pratique en français et en anglais, tels que le webinaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la boîte d'outils des nouveau-nés? La boîte d'outils est un supermarché pour les ressources pour les petits nouveau-nés et les nouveau-nés chétifs. Et aussi, nous avons la boîte d'outils des nouveau-nés à des morceaux et des parties que vous seront nécessaires dans le travail de soins des nouveau-nés. À nouveau, pardon, bienvenue à notre webinaire pour mener le changement au niveau de l'hôpital, bâtir des équipes solides pour les nouveau-nés vulnérables. Nous avons vraiment des intervenants magnifiques. Maintenant, sur l'écran, vous verrez le code QR pour l'aide d'infos en français, en anglais, et pour les médias sociaux en Twitter, LinkedIn et Facebook. Le 18 février 2025, nous avons un autre webinaire au sujet des soins pour la douleur des nouveau-nés. Est-ce qu'il s'agit là d'un luxe dans les contextes de haut fardeau? Le 18 mars, nous avons la planification des bons dispositifs pour bien s'occuper des nouveau-nés. Je passe le micro à Lorraine. Merci beaucoup. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Dr Dana Tacha Roda au webinaire. Elle est une néonatologue avec 3 décennies d'expérience au niveau provincial et national en Afrique du Sud. Elle est bien connue dans la communauté des nouveau-nés et a été instrumentale à l'apprentissage et à la formation des pélo-néonataux. Jusqu'en décembre 2024, elle était la chef de l'unité subsaharienne des hôpitaux de pédiatres africains. Elle est une experte dans notre domaine de la néonatologie pour Nest 360. Elle sera notre modératrice aujourd'hui. Je suis heureuse d'être parmi vous. Merci de votre introduction. Et voici le sujet, comme vous l'avez entendu, ça tourne autour de bâtir des équipes solides et nos experts représentent des continents clés. Et je vais commencer par le premier. Ce sera le professeur Victor Mbobassa. Deuxième discours. Allez-y, allez-y. Prochaine diapo, prochaine discours. C'est de professeur Victor Mbassa. Pardon. C'est un chercheur scientifique de recherche et professeur à l'Université de Malawi, Collège de médecine. Il est le co-directeur de l'université, du programme de l'université. Il est le chef du département et le dean de l'école de
master et il est aussi sur le comité de déontologie. Professeur, vous avez le micro. Merci de votre participation à notre premier séminaire. Merci beaucoup. Pour clarifier, je suis à l'université de Malawi et pas dans l'ouest de Malawi. Prochaine diapo. Dans l'effort d'améliorer le statut des personnes pendant le millénaire, des objectifs de développement, euh, les politiques nationales et mondiales se sont concentrées surtout sur l'accès. Mais nous avons vu dans l'ère des objectifs à développement durable qu'il fallait aussi se pencher sur la qualité des services de santé. Et il y a eu beaucoup de problèmes dans les pays à revenus faibles et moyens. Et vous savez qu'ils sont les plus vulnérables, et parmi les plus vulnérables sont les nouveau-nés. Il y a eu des preuves très sensibles que les la technologie et beaucoup de audits cliniques et de formation médicale ont amélioré les résultats. Mais il fallait aussi se pencher sur les facteurs pour soutenir la livrée des prestations de santé, pour soutenir le système de santé en delà des approches de formation technologique et d'audit. Nous avons commencé par les pays à revenus hauts et ils ont trouvé des résultats mélangés entre l'association des pratiques en hôpital, qui est une forme de gouvernance, et les résultats cliniques améliorés. La plupart de ceci vient de ces pays à revenus élevés. Ils ont montré que la gestion améliorée peut faire baisser la mortalité qui résulte et moins de décès qui découlent des opérations. Une étude n'a pas trouvé de preuve d'association entre la gestion de la note et la mortalité dans les 30 jours. Mais peu d'études ont analysé la seule association entre la gestion et la mortalité dans les pays à revenus faibles et moyens. Donc, il y a beaucoup de preuves disponibles qui se penchent sur l'association entre la gestion et les processus de soins, à savoir l'adhérence au traitement, la gestion des cas et tout ceci. Quand vous pensez au terme gestion, c'est un peu, ça porte à confusion. Définition, c'est le développement continu du potentiel d'une organisation pour transformer les ressources humaines et financières et autres intrants pour améliorer les prestations et une meilleure santé. Comment est-ce que nous pouvons mesurer de par façon quantitative la gestion? Ça a été un problème et ça a eu un impact sur les recherches qui relient la gestion et la qualité des soins et la mortalité. Récemment, nos propres recherches et celles des autres ont conceptualisé la gestion en tant qu'adoption d'un ensemble de pratiques de gestion pour se concentrer sur les processus et les systèmes qui sont implémentés au sein d'une organisation. Actuellement, nous pouvons mesurer les pratiques de gestion. Quand nous regardons la tendance de la mortalité néonatale au Malawi de 90 à 2021, le taux est en baisse grâce à l'accès amélioré aux soins de santé pour les nouveau-nés. Mais quand vous regardez sur la droite du graphe, vous verrez que la mortalité était euh, améliorée. Mais la cible pour 2029, il y a une possibilité d'améliorer la qualité des soins en delà de l'accès aux soins. Nous avons développé par le biais du projet que nous faisons pour les pratiques de gestion innovantes pour améliorer la qualité en hôpital et sauver des vies au Malawi. Nous avons développé 5 domaines et 28 pratiques.
direction ou leadership et gouvernance, gestion des ressources humaines, établissement de cibles et surveillance, livraison de soins cliniques et gestion financière. Nous en avons discuté avec les prestataires de santé. Ils sont d'accord que ceci aiderait pour améliorer les prestations de santé. Nous pouvons évaluer ces 28 pratiques de santé. Nous les avons mesurées. Les personnes nous posent des questions aux gestionnaires et aux prestataires de santé et ils évaluaient le niveau de la mise en œuvre de ces pratiques de gestion. Prochaine diapo. Il y a eu des études préliminaires effectuées en 2022 sur 36 hôpitaux de Malawi, 36 hôpitaux de Malawi qui ont montré la performance d'établissements de santé. Vous le voyez ici, nous avons les 36 hôpitaux et vous voyez la note moyenne de la mise en œuvre de gestion de pratiques de gestion et évaluée entre 2 et 4 et la moyenne est 3,35. Donc, nous avons plusieurs établissements qui gèrent les pratiques de gestion. Nous menons une étude au vu de la pénurie au sein des pays, de la pénurie de recherche dans les pays à revenus faibles et moyens. Nous faisons une étude d'examiner la mesure dans laquelle les pratiques de gestion ont un impact sur la qualité des soins et réduisent la mortalité en hôpital pour les nouveau-nés. Nous avons conçu une intervention de gestion en hôpitaux qui se concentre sur l'amélioration. Nous avons l'appliqué à l'hôpital sur lesquels nous avons des contrôles de gestion et nous avons une étude aléatoire où il y a eu 10 interventions sur 20 hôpitaux de contrôle et nous avons comme nous l'avons dit, 20 hôpitaux de contrôle. Ces interventions, nous les avons mises en œuvre entre juillet 2023 et juillet 2024. Nous avons soutenu ces hôpitaux pour mettre en œuvre un ensemble de pratiques de gestion par le biais de visites à l'hôpital mensuelles, visites mensuelles pour soutenir les pratiques de gestion. L'intervention a été livrée, comme vous le voyez sur l'étude, sur la diapo. Nous avons eu une période d'intervention de 12 mois. Nous avons mis le plan en marche pendant les 6 mois. Et puis, il y a eu un soutien technique pour permettre les hôpitaux à s'occuper de pratiques d'amélioration de la gestion. Le résultat principal de cette étude aléatoire personnalisée, c'est d'améliorer l'impact et c'était améliorer la mortalité néonatale quotidienne de l'admission en unité néonatale et l'objectif secondaire, la qualité des soins, le pourcentage des nouveau-nés malades avec des diagnostics spécifiques recevant un soin recommandé. Nous avons réuni des sources de données concernant la qualité de soins. Ce qui concerne surveiller les pratiques de gestion, nous avons mené des sondages périodiques en hôpital et la surveillance des pratiques de gestion.
À part considérer les résultats et au niveau auquel le plan de gestion a été mis en œuvre, et nous avons examiné les facteurs qui ont un impact sur la gestion réussie ou pas réussie. Nous regardons les mécanismes par lesquels le plan a amélioré la qualité des soins et le niveau le taux de mortalité. Nos résultats préliminaires sont affichés sur l'écran et le graphe. La plupart des hôpitaux, ça vous montre l'adoption des pratiques de gestion qui beaucoup ont surpassé leur cible. En bleu, c'est la ligne de base et chaque hôpital a évalué la cible d'amélioration des pratiques. La plupart des hôpitaux ont amélioré la mise en œuvre des interventions de gestion sur la période de l'étude. Actuellement, nous n'avons pas les résultats au niveau de l'amélioration des interventions de pratique de gestion. Nous avons analysé les données pour voir si les améliorations ont été associées avec la qualité des soins et la réduction de la mortalité néonatale. Nous recevrons les constatations en septembre 2025. Nous allons examiner les obstacles à l'amélioration et nous allons voir quels sont les mécanismes et les facilitateurs des informations. Et voici les références. Et la diapo de reconnaissance, remercions le ministère de la Santé qui soutient notre étude, qui se concentre sur les pratiques de gestion. Nous remercions les hôpitaux et les assistants techniques qui livrent l'intervention de gestion. Merci. Merci, professeur. Nous sommes ravis de savoir que le ministère de la Santé est impliqué dans ce domaine et vous menez la lutte. Bravo. Prochain intervenant sera Dr. Rajesh Mehta de l'Inde. Dans le continent de l'Asie. Dr. Rajesh Mehta est un professeur adjoint de santé publique avec 40 ans d'expérience au niveau régional et mondial et le fondateur de l'Académie de pédiatres et un ancien conseiller pour l'Asie du Sud-Est, pour l'OMS, et il s'occupe à solidifier les programmes de santé des nouveau-nés, des enfants et des adolescents. C'est aussi un expert et un champion pour coordonner les soins de santé dans la région du Sud-Est. Docteur Mehta, vous avez le micro. Nous nous réjouissons de votre discours. Mes remerciements aux organisateurs. Nous avons parlé de la gouvernance au niveau des hôpitaux et de l'effet bénéfique sur la qualité des soins et la réduction de la mortalité des nouveau-nés. Regardons comment le leadership est critique à l'amélioration des soins et de la qualité des soins. Quand nous établissons un réseau mondial pour la qualité des soins, le rôle du leadership était vraiment et de la direction était primordial. Essentiellement auprès du ministère de la Santé pour avoir des efforts concertés. Mais certaines des divisions créent l'environnement pour la qualité de santé, pour la collaboration parmi les parties prenantes et la direction est très importante. C'est essentiel pour la qualité des soins à des niveaux multiples du système de santé, au niveau macro, niveau national et étatique, niveau provincial, méso,
vous avez le niveau des districts qui sont responsables de la qualité des soins. La leadership est critique et au niveau, ça c'est le niveau décentralisé des pays, au niveau du district, parfois au niveau provincial. Ça, c'est le niveau secondaire de direction. Et après, vous avez le niveau micro pour améliorer les soins de santé et le point de santé et les docteurs. Et le troisième niveau de leadership est nécessaire là-bas. Tous ces leadership, niveaux de leadership à tous les niveaux doivent continuer à communiquer pour avoir un effort concerté pour les soins de santé. Maintenant, nous nous penchons sur les établissements de santé et les hôpitaux. J'aimerais faire une distinction dans notre partie du monde, en Asie. Le système de santé est une structure très hiérarchique. Il y a des niveaux de leadership au sein de l'hôpital. Par exemple, si un grand hôpital, le directeur ou l'administrateur ou le gérant est une personne qui est responsable de la livraison des services et qui est tenu responsable de la qualité des soins, les soins des patients, améliorer les résultats, maintenir l'efficacité opérationnelle. Et le directeur, par exemple, de l'unité ou du service de néonatologie ou des services, il y a moins de départements, il y a un leadership relié. Donc, de ceci, dans cet aspect de la gouvernance au niveau de l'hôpital, comme on l'a dit, il y a les 5 domaines de bonne pratique et de gestion. Voici les principes sur lesquels le leadership se repose et il gère les équipes avec des ressources adéquates et bâtit une culture de qualité. En plus de la gouvernance et au niveau de l'hôpital et de la direction supérieure, vous avez un autre genre de leadership qui est soutenu par les équipes de santé clinique pour identifier un dirigeant qui va fournir les meilleurs soins de santé pour le nouveau-né. Donc, l'équipe de soins cliniques elle doit avoir un dirigeant. Pour l'assurance qualité. Par conséquent, ce genre de qualité sont importantes dans l'équipe de qualité de clinique où l'équipe s'occupe et ceci ne, il n'y a personne qui ne sait tout et tout le monde travaille en collaboration. Donc, tout ceci est très important également. Je vais partager avec vous un exemple. Euh, le leadership en hôpital va faire plusieurs choses pour assurer la qualité des soins. La structure, les audits cliniques, ça c'est l'un des exemples que nous avons dans notre région pour réduire les lacunes à ce niveau. Et le, donc, il faut avoir une approche pour résoudre les problèmes et l'équipe locale se sert de données pour déterminer si le processus de soins est bien conçu pour mener au résultat de soins souhaités. Il y a une approche simplifiée dans notre région, ça s'appelle l'amélioration des soins de santé dans un point de santé ou l'amélioration de qualité au niveau des points de santé pour améliorer et recevoir des indicateurs de soins et pour tester, pour savoir si les idées marchent ou pas. C'est un concept simplifié. Voici les documents et les ressources disponibles. Elles sont également disponibles dans la boîte d'outils Nest 360. Et donc,
ils sont très faciles à utiliser. Prochaine diapo. Par le biais de ce processus, nous avons euh, beaucoup d'unités qui se servent de cette approche simplifiée. Sur la gauche de l'écran, vous avez un exemple de Calcutta en Inde ou dans la salle de accouchement. Nous avons eu 80, un haut pourcentage de amélioration des soins de santé et en se servant du matériel clinique à côté de la table d'accouchement pour s'assurer que l'accouchement est propre, il y a une hygiène appropriée et ceci a amélioré la prévention de l'hygiène. Il y a aussi ce processus pour améliorer les soins des nouveau-nés. Donc, pour pouvoir 100% des bébés ont reçu des soins essentiels à la naissance en se servant de cette approche. Prochain, c'est en Indonésie, à Jakarta, où ils ont introduit un dépistage de oxymétrie du pouls pour les projets dans la service de maternité en 2016. Ils ont introduit une nouvelle intervention en mai 2016 pour réaliser 79 ou 80, 79,3% de couverture en 3 mois et de dépistage. Ceci, c'est en hôpital où la direction pourra être au niveau supérieur de l'hôpital et auprès de l'équipe de, de la ligne de front. Et vous avez aussi la mise en œuvre. Je voulais dire que, par exemple, l'introduction et l'amélioration et l'utilisation rationalisée des antibiotiques dans les unités de soins néonataux spéciaux. Il y a une initiative d'amélioration de la qualité à Bhopal, Chhindwara et Ujjain. Il y a une réduction de l'utilisation d'oxygène inapproprié en normalisant son initiation en utilisant une liste de vérification simple parmi les spécialistes des nouveau-nés admis et parmi les nouveau-nés même en faisant une grande économie de fonds. Prévention de l'hypothermie à l'admission dans le service de soins des nouveau-nés spéciaux, qualité de l'amélioration et de l'initiative. Ce n'est pas seulement que c'est le docteur ou le dirigeante du service, mais chaque projet d'amélioration de qualité, il y aura une personne choisie en tant que dirigeant, dirigeante, et les infirmières font un vraiment magnifique travail. Prochaine diapo. S'il n'y avait pas l'implication de leadership, il y aurait beaucoup de problèmes dans la livraison de soins de qualité. Il y aurait une grande fragmentation des efforts d'amélioration de qualité. Et les systèmes d'approche manquent si les dirigeants ne le soutiennent pas. Donc, nous avons beaucoup de problèmes s'il n'y a pas de dirigeants au sein du système de soins du haut en bas de l'échelle hiérarchique. Il faut que tout le monde collabore. Je veux qu'on nous souvenions que la qualité des crues est très onéreuse. Je vais m'en arrêter ici et accueillir vos questions s'il y en a. Je veux également encourager tout le monde, que tout le monde a besoin de soins de qualité. Ma qualité de leader, c'est de produire plus de leaders. Vous n'êtes pas un leader tant que vous n'avez pas produit d'autres leaders qui peuvent en produire un autre et ainsi de suite. Je suis très optimiste que tout le monde peut fournir des soins de qualité auprès de nos petits nouveau-nés. Merci.
Merci des méta. Nous vous remercions. J'aime bien votre motto de qu'un leader doit euh, en créer d'autres. Nous accueillerons vos questions après la session, mais maintenant nous passons à la troisième discours de la part de Dr Sonia Venancia, pédiatre avec un doctorat de santé publique, une chercheuse et coordinatrice générale des soins de santé pour les enfants, adolescents et la jeunesse au ministère de la Santé au Brésil. Merci beaucoup de votre invitation à partager des bonnes nouvelles du Brésil. Voici tout d'abord un aperçu de notre pays. Nous sommes le 50e plus grand pays du monde et avons 27 États et plus de 5000 municipalités. Nous avons un système de santé unifié public, le SUS. Nous avons équipe de santé de famille 52 738. Nous avons une couverture de plus de 80% de la population brésilienne. Cependant, en dépit de ceci, nous avons de grands défis tels que réduire la mortalité néonatale. Nous avons actuellement 8,5 sur 1000 naissances vivantes. Nous avons une grande prévalence de naissances prématurées, à savoir 12%. Au Brésil, les soins kangourous, c'est une stratégie de soins nationaux qui intègre un ensemble d'actions gérées et ciblant une amélioration de la qualité de soins pour les nouveau-nés et leurs familles. Les soins kangourous font partie de la politique nationale pour les soins de santé pédiatrique compréhensive depuis 2015 et ça inclut la soin humanisé pour les femmes enceintes, les naissances des enfants et les nouveau-nés. Les soins kangourous sont mis en œuvre au Brésil en 3 phases. Première phase commence par les soins néonataux où nous détectons des, euh, des personnes enceintes en haut risque. Après, nous passons on les fait passer de la salle de soins intensifs néonataux à la salle de soins intermédiaires. Et après, vous êtes à la deuxième phase où la mère reste avec son nouveau-né toute la journée pour se préparant à être libérée de l'hôpital. Troisième phase euh, fait partie du suivi fait partie des soins primaires et des enfants. Au niveau de l'implémentation est coordonnée par le ministère de la Santé. Nous avons un comité de gestion qui est composé de personnes membres du ministère de la Santé et nous soutenons 5 centres de référence nationale. Au niveau de l'État, le département de la Santé soutient 27 maternités de référence de l'État. Nous travaillons avec le soutien centralisé. Nous avons des tuteurs pour soutenir la mise en œuvre des soins kangourous dans chaque État. Nous avons également des manuels techniques et des vidéos pour aider à la mise en œuvre de la méthode de kangourou, comme vous le voyez dans cette diapo. Nous avons des cours de formation de tuteurs en personne et des cours de formation en ligne également. Et ces cours, l'objectif, c'est de former des tuteurs pour soutenir la mise en œuvre
et les professionnels de santé qui travaillent dans la maternité. Actuellement, nous avons 33 maternités au service de maternité avec toutes les phases qui ont été mises en 33 maternités avec 3 phases qui ont été mises en œuvre, 303 maternités avec des lits kangourous, 1548 lits kangourous mis en œuvre et 11 116 lits kangourous avec financement. Je veux partager avec vous maintenant notre nouveau financement depuis l'année précédente, à savoir 2024. Nous avons détecté un déficit de lits kangourous. Nous avons des lits dans toutes les unités, 302 lits dans l'unité de soins intensifs néonataux, 516 lits dans les unités de soins intermédiaires et 11 032 lits dans les unités de soins intermédiaires kangourous. Ceci peut être expliqué au moins en partie parce que nous avions un financement très faible depuis l'année dernière. Donc, prochaine diapo. Dans ce nouveau financement, nous avons décidé d'améliorer et d'augmenter les lits de kangourous pour étendre les soins progressifs. Nous avons une augmentation de 27% des unités de soins intensifs néonataux vers les soins intermédiaires et autres. Vous voyez les taux, les valeurs en dollars, les mêmes valeurs pour les soins intermédiaires et les soins kangourous intermédiaires, les mêmes valeurs. Nous pouvons améliorer le nombre de lits kangourous au Brésil. Ce sont là les valeurs quotidiennes que nous avons fournies. Merci. Prochaine diapo. Pour gérer la couverture ou surveiller la couverture, nous avons actuellement une couverture de naissance prématurée de 44,5%, couverture des naissances prématurées dans les 35 semaines en hôpital avec les lits kangourous. Tous mes remerciements et je suis ici si vous avez quelques questions que ce soit. Merci, docteur. Vous avez prouvé qu'il est très, très important de faire l'analyse des lacunes pour voir comment les choses s'agencent, surtout pour le soin kangourou, parce que le financement des lits d'unités d'urgence font l'objet d'études, mais pas ceux des lits kangourous. Maintenant, j'accueille le quatrième orateur qui tourne autour de l'ingénierie biomédicale. Docteur Mili Santalou est une ingénieure biomédicale, directeur régional du BMET c'est l'Association de l'ingénierie du Kenya et fait partie de l'Alliance d'ingénierie. Elle est aussi une conseillère au WHO, au Bureau des standards. Et elle a aussi son collègue Marvin Nwanda, qui est un ingénieur médical principal au Kakamega, au Kenya, et coordonne les services d'ingénierie médicale. Merci beaucoup. Merci, chère Natacha. Nous avons fait
les pratiques de gestion et qui se passent dans différents pays. Nous allons faire des changements voir les changements de leadership au niveau macro et ce qui peut être effectué pour changer l'impact des soins pour les nouveau-nés. Ordon. Nombre de fois, nous avons vu le rôle des ingénieurs médicaux et surtout en ce qui concerne les soins pour des nouveaux-nés. Et nous allons regarder le rôle des ingénieurs médicaux au sein des hôpitaux dans cette diapo, juste un aperçu. Euh, les- Leur rôle au sein des hôpitaux, c'est pour la gestion de l'équipement médical depuis la planification jusqu'à la mise en marche. Donc, l'installation, l'opération jusqu'à la de débranchement ou l'arrêt de ces machines et le rejet. Vous verrez que 9 phases du cycle de vie de gestion de l'équipement médical. Donc, il faut avoir les bons conseils pour avoir les accouchements et le genre de formation nécessaire pour les utilisateurs et l'équipe médicale et le nombre de d'accessoires. Et je ne vais pas réviser toutes les phases aujourd'hui, mais je veux mentionner que dans cette diapo en particulier, il y a vraiment le besoin de se servir des lignes directrices au sujet des équipements médicaux au niveau de l'établissement. Aujourd'hui, nous allons avoir une étude dans l'un des hôpitaux du Kenya. Nous allons aller avoir une étude en profondeur sur voir comment ceci a été effectué dans cet hôpital pour laisser ou jeter les dispositifs qui étaient usés et pour savoir comment réduire les zones de déchets ou de réduire les dépotoirs comme nous les appelons. Donc, nous voulons nous assurer que tous les dispositifs sont bien soignés et dans tous les points du cycle de vie. Et pour s'assurer qu'ils sont jetés selon les lignes directives et éliminés de façon adéquate. Prochaine diapo. Merci beaucoup, Mélissante. Je vais prendre cette diapo. Souvent, l'équipement qui est fourni et cet équipement est utilisé et devient inutile et on l'élimine. Et les ingénieurs médicaux, c'est qu'il faut s'assurer que cet équipement et de s'assurer qu'il est bien éliminé de façon adéquate. Donc, cette étude dans l'hôpital de référence du comté de Kakamega, certains équipements sont en de la réparation économique et nous devons les éliminer. Le processus d'éliminer demande un effort coordonné entre les ingénieurs médicaux, l'équipe financière et l'équipe de gestion et de la chaîne d'approvisionnement qui ont chacun des rôles définis. Voici le comté de Kakamega et l'hôpital de référence en mars.
Vous avez vu, l'hôpital devra vérifier les initiatives pour pouvoir éliminer certains de ces équipements obsolètes. Une des choses clés, c'est de faire une évaluation qui va vous montrer, oui, euh, amener quoi que ce soit qui est en delà de l'utilisation clinique et mettez-le tout ceci dans un endroit central. Ils ont pu préparer une liste de chacun de ces éléments qui a été présenté auprès de la gestion de l'hôpital. Et il y a eu un comité de jet de l'hôpital qui a été géré par le directeur les secrétaires et il y a un comité a été formé et donc il a pu faire un rapport compréhensif pour mettre en prenant en considération tous ces biens au sein de la face de l'établissement. Nous devons aussi avoir la permission de l'éliminer. Donc, le rapport du comité auprès du comté et le secrétaire à l'élimination qui a pu faire une validation. Et cette équipe a été informée et maintenant l'équipe de finances et toute l'équipe peut faire l'évaluation qui pour des équipements qui sont obsolètes et qui ne sont plus utilisés et ça a dû faire aussi l'évaluation des coûts pour voir s'il y a des revenus qui pourraient être gagnés de ces biens qui sont éliminés. Donc, non, maintenant, on a dû réaliser au sein de tous les comtés de l'agence, y compris tous les ministères, et ceci a été effectué plus tard. Nous avons une charte de 10% qui a mené à la collecte de ces éléments qui ont été éliminés, et ceci pour être constitué un revenu auprès des comtés. Prochaine diapo, vous voyez maintenant à la droite, vous avez euh, euh, l'une des réalisations clés de tous ces équipements obsolètes qui a été éliminé. C'était important que l'ingénieur médical ait accès aux pièces et d'autres équipements pour avoir des pièces de rechange. Nous avons pu le faire pendant l'élimination mécanisme utilisé par une institution qui nous a invités à venir prendre certains de ces équipements qui pourraient être utilisés, mais qui ne pouvaient pas être utilisés de façon clinique. Le remplacement de l'équipement a été mis en place et ceci a également mené à avoir une ligne de budget pour pouvoir remplacer la commission auprès de l'utilisation clinique. Prochaine diapo. Merci beaucoup. Je veux, pour les ingénieurs médicaux, c'est important d'assurer que tous les dispositifs obsolètes soient jetés et éliminés parce que il y a beaucoup de déchets du fait du manque d'utilisation de ces équipements. Merci beaucoup mon cher docteur d'avoir nettoyé les hôpitaux. Donc, nous en passons aux soins kangourous, comme nous l'appelons au Brésil. Donc, nous avons le temps d'avoir des questions et professeur Meta a des questions pour le docteur Sonia du Brésil, du professeur William Manchaya du Kenya. Et il veut vous féliciter de votre taux très bas de mortalité à 8,5 sur 1000 naissances, dans un nombre très bas de décès.
des nouveaux-nés, mais il veut savoir comment les choses se passent ou dans les hôpitaux où les 3 étapes sont mises en œuvre pendant très longtemps. Deuxième partie de la question, quelles sont les autres interventions à part le soin kangourou pour que tout le monde participe au sein de l'équipe? Sonia, vous y allez? Oui, merci. Nous calculons les décès selon le pourcentage de naissances prématurées que nous avons au Brésil. Nous avons actuellement une couverture de 44% de bébés prématurés dans les services de maternité avec des lits kangourous. Nous avons à peu près 1000 lits kangourous mis en œuvre. Ceci signifie qu'il nous faut avoir 1000 lits de plus pour en atteindre ces lits de bébés prématurés au Brésil. Vous avez compris la question, Sonia. Vous pourriez aussi euh, répondre. C'est une autre question ici pour le docteur Meta. Merci, professeur Meta. Quelles sont les zones clés que est-ce que les dirigeants se concentrer pour améliorer les soins en delà de l'allocation des ressources et en particulier dans quel sens devraient se diriger les dirigeants? Donc, il faut ne pas avoir une approche trop étendue, trop étendue. Souvent, l'administrateur qui n'est pas en synchronisation avec le reste et qui a besoin d'investir finit par arrêter un champion de s'arrêter. Donc, ils n'ont pas la permission. Mais ce que nous avons fait, nous avons engagé les dirigeants cliniques pour les orienter mieux, pour comment ils soutiennent l'activité des équipes au sein des facilités pour montrer que sans demander des ressources supplémentaires, ils peuvent effectuer des améliorations en effectuant des changements et ceci mène à des meilleurs résultats. L'idée, c'est qu'au niveau national, toutes les provisions dans le sein de la politique, et il faut que les dirigeants le traduisent au sein du domaine et après, l'équipe peut avoir une meilleure qualité d'approche pour avoir des soins basés sur les preuves. Donc, il faut avoir une bonne communication au niveau des ressources, mais parler avec toutes les parties prenantes et faire des partenariats qui comprennent les familles et les communautés. Tout ceci est très important. Il faut que les directives soient traduites en pratique pour pouvoir avoir cette culture de travail de qualité des soins. Merci, professeur Meta. Il y a d'autres questions que je vais poser à Mélissante. On demande cycle de vie la vie de longévité de l'équipement et comment est-ce qu'on assure. Ah, déjà, on a répondu à la question. Joyce, la vie est définie la durée de vie est définie d'une façon que le docteur Joy a définie. Est-ce que la politique nationale d'élimination de l'équipement, quelle est-elle? Mélissande ou Marvin, est-ce que vous pourriez répondre à la question dans la boîte de webinaire?
Je vais commencer par dire oui. Les politiques nationales, en fonction du pays, pour l'équipement et beaucoup de fois, à part cela, l'OMS a des politiques mondiales pour élimination des dispositifs médicaux pour donc ceci, vous pouvez aller et vous servir des directives OMS qui sont disponibles sur le site OMS. Merci beaucoup. Question du docteur Chris, qui demande si on peut partager les supports de présentation après. Oui, nous allons le faire. Oui, nous savons que nous allons le faire. Est-ce qu'il y a eu pour quoi que ce soit de la part des équipes de études dont certaines avaient plus de force que d'autres? Est-ce que certaines étaient plus importantes que d'autres dans les préliminaires? Non, nous avons perdu le cher professeur. Allô, allô? Alors, professeur, vous nous entendez? J'ai perdu mon Internet. Ils ont plusieurs différents points et qui sont similaires, mais je dois dire que ceux qui sont le plus proches de des soins de santé, c'est la livraison dans le domaine des soins de santé pour gérer le reste du domaine était un peu distant, qui n'est pas présent auprès de l'unité des nouveau-nés. Donc, ils sont tous sous-pesés de façon égale, ce qui concerne une prévision de la qualité des soins et de la mortalité. Dans le domaine était censé être plus important pour les gérants de l'hôpital. Merci beaucoup. Question du docteur Sonia du Brésil, une est très rapide. Euh, est-ce que, est-ce que, quels sont les, docteur Sonia, pouvez-vous vous charger de cette question? Pourriez-vous, euh, quand est-ce que comment est-ce que quand vous libérez les nouveau-nés, quels sont leurs poids? Oui, ils sont la, un, un 1800 kilos. Nous avons des services de suivi et de 2500 kilos. Ce, cette surveillance est partagée avec les équipes de suivi avec les autres services. Donc, l'établissement les laisse partir à 1,8. Précision et clarification, merci beaucoup. Euh, vous préférez les lits kangourous ou quoi? Docteur Sonia, vous pouvez le faire. Nous avons encore une petite minute. Merci à tous mes orateurs de nous avoir donné des
réponses et des aperçus, des réflexions tellement importantes sur comment changer les choses. Donc, ceci est très important. Nous voulons nous souvenir des leaders. Nous avons besoin de leaders qui te parlent les uns aux autres. Ceci est très important. Maintenant, j'ai appris un nouveau no, le proquis, l'amélioration de qualité des points de santé. Veuillez bien le regarder. Le lien vous a été envoyé pour avoir une façon simplifiée de nous assurer que ceci arrive. Docteur Sonia, le Brésil a un magnifique taux de mortalité des nouveau-nés. Donc, merci beaucoup. Alors, cette diapo vous montre le code QR. Merci de votre participation et nous accueillons votre participation mensuellement. Tous les matériaux sont à votre disposition en français. Nous nous réjouissons d'avoir 11 sessions de plus pour discuter de enjeux très importants, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.